Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau regard croisé. Au menu ce soir, l'Iran. Une révolte à bout de souffle, écrasée, coupée du monde et noyée dans le sang. Le bilan est difficile à établir, mais on parle de milliers de morts. Pendant que les manifestants tombent, Donald Trump hésite, l'ayatollah Khamenei reprend confiance. Et en exil, une figure tente de s'imposer, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, qui peine à convaincre en Occident. Et puis Israël, quelle place, quel rôle dans cette équation explosive, nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, grand angle sur la Syrie, les minorités sous pression. Les Druzes sont soutenus par leurs frères en Israël avec une aide civile organisée 24 heures sur 24, appuyée par Tsahal. Mais qu'en est-il des autres communautés syriennes? Kurdes, alaouites, chrétiens sont régulièrement ciblés par les djihadistes membres du nouveau régime. Et là encore une question, où est la communauté internationale? Vous êtes prêts? C'est parti. Et on commence tout de suite par celui qui promet de sortir l'Iran de la crise. Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, qui appelle les Iraniens à poursuivre la contestation. Un message adressé à la fois aux manifestants et à la communauté internationale. C'est l'image de la semaine. La République islamique est au bord de l'effondrement. Ali Khamenei et ses sbires le savent, c'est pourquoi ils se déchaînent comme des bêtes blessées, prêts à tout pour conserver le pouvoir. Le peuple n'a pas reculé. Sa détermination est sans équivoque. Il ne se contente pas de rejeter ce régime. Il exige une nouvelle voie crédible. Il m'a appelé à le guider. Le lien qui m'unit au peuple iranien ne date pas d'hier. Il m'accompagne depuis ma naissance et il est indissoluble. Ces mots font réagir. Ils réveillent une histoire lourde, une mémoire conflictuelle. Reza Pahlavi peut-il vraiment incarner l'alternative au régime des mollahs? Nous en parlons avec Amélie Myriam Chellis, sociologue, iranologue et politologue, auteure de Paris, 13 novembre 2045, paru aux éditions du Cerf. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec nous également Yves Baumati, historien et conférencier, iranologue et auteur de Iran, une histoire de 4000 ans, paru aux éditions Perrin, et co-auteur de l'Iran face à ses défis, un siècle d'une histoire sous tension, écrit avec Davoud Pahlavi, c'est le petit-neveu du dernier Shah d'Iran, apparaître le 18 février de cette année. Bonsoir à vous aussi, Yves Baumati. Bonsoir. Alors, Reza Pahlavi revient régulièrement dans le débat iranien depuis des dizaines d'années, même s'il semble que l'Occident semble parfois le découvrir. Yves Baumati, historiquement, que représente encore cette figure pour les Iraniens aujourd'hui ? Cette figure de Reza Pahlavi, apparemment, il semble que ce soit un recours, un nom qui est scandé donc dans les rues. Il semblerait aussi, d'après ce qu'on me dit, bien que ce soit très difficile d'avoir des informations, en tout cas depuis quelques jours, c'est encore pire, qu'il pourrait rassembler des oppositions à l'interne. Bon. À l'externe, c'est peut-être un peu plus confus parce qu'il y a quand même des oppositions aussi qui se font par rapport à le leadership qu'il voudrait incarner. Mais bon, voilà, c'est en quelque sorte un point de rassemblement. En tout cas, c'est ce qu'il voudrait par le discours qu'il a prononcé au mois d'août, je crois, où il a développé 5 axes, une stratégie en 5 axes pour essayer de ramener la démocratie perdue en Iran depuis 1979 et disons le bilan désastreux d'une théocratie qui n'est plus religieuse, en fait, qui est plus financière que religieuse et donc qui a fait perdre le sens à ce qu'elle promouvait au début. Amélie Myriam Chellis, Reza Pahlavi, est-ce qu'il peut réellement incarner une alternative politique crédible ou est-ce qu'il reste finalement prisonnier de l'héritage monarchique? On sait que son père est tombé finalement du pouvoir en raison de la révolution. Mais il faudrait peut-être compter sur la clairvoyance iranienne ou la clairvoyance humaine, tout simplement, consistant à dire que le fils n'est pas forcément le père. C'est-à-dire que le bilan politique
traité Pahlavi, donc qui court de 1925 jusqu'à 1979, et fait de choses qui sont négatives, mais aussi de beaucoup de choses qui sont positives. Évidemment, s'il y a eu une révolution au sens propre du terme, c'est-à-dire un renversement en 1979, renversement qui a été opéré non pas par des forces islamistes, mais par une population surtout entraînée par des forces vives plutôt gauchistes, égalitaristes, très attachées à la question sociale, c'est bien qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas. Donc on peut aussi partir du principe que Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran déchu en 1979, pourrait avoir une posture beaucoup plus nuancée, beaucoup plus conciliante et beaucoup plus à l'écoute de la revendication populaire à participer à la vie politique. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager qu'effectivement la question du pluralisme et de la participation démocratique puisse faire l'objet de ses prétentions et de ses ambitions. Là, pour l'instant, on entend beaucoup parler de transition, mais avant qu'il ne soit question de transition, Reza Pahlavi parlait beaucoup d'une monarchie à l'espagnol, c'est-à-dire d'un modèle constitutionnel qui donc laisse la part belle aussi à la question démocratique et au pluralisme. Donc, est-ce que maintenant cette personnalité-là a un écho à l'intérieur du pays? Ce serait un petit peu optimiste de dire que oui, dans la majorité, ça n'est pas le cas. De plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, quand on parlait de la perspective pahlaviste à une population iranienne, certains pouvaient avoir le sourire aux lèvres en disant « mais vous aimez les contes de fées, voilà trop longtemps qu'en France, vous n'avez plus de roi et de reine et vous en êtes nostalgique pour nous offrir cette opportunité à nous, pour parler d'une opportunité comme celle-là ». Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question se pose de plus en plus, même si là encore, il n'y a pas d'écrasante majorité qui pourrait trouver cette option-là favorable. L'écrasante majorité, en revanche, est tout à fait unie autour du non à l'actuel régime. Alors justement, Yves Baumatier, la question en fait, en réalité, en ce qui concerne Reza Pahlavi, et vous avez travaillé pour le livre qui va sortir en février avec le petit-neveu du dernier Shah d'Iran. Est-ce que Reza Pahlavi parle aux Iraniens exilés ou à l'Iran de la rue ? Alors, il parle en tout cas aux Iraniens de la diaspora, ça c'est évident. Et là, on voit qu'il y a pas mal de courants. C'est pas si simple que cela. Quant aux Iraniens de la rue, on a vu dans pas mal de vidéos qui nous sont parvenues que son nom était scandé et plus généralement le nom des Pahlavi, car il me semble que celui qu'on invoque aussi à travers éventuellement lui, c'est Reza Shah, le fondateur de la dynastie en 1925. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment la revendication d'un retour vers la modernité et le concert des nations dont l'Iran s'est coupé d'une certaine façon, en tout cas avec les partenaires occidentaux, depuis 1979. Donc, il se peut qu'il parle aussi à la rue iranienne, bien que ce soit quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de plus difficile à évaluer. Il n'y a pas de sondage véritable. Il y a surtout ce que nous autres, nous percevons et nous recevons ici en Occident. Mais il est sûr qu'il y a un véritable, il incarne un véritable écho vers cette libération de cette constitution de 79 avec le pouvoir suprême du guide et un retour peut-être aux fondamentaux de la constitution de 1906 et qui a été prolongée par 1907, enfin par d'autres mesures en 1907. Et peut-être une révision de cette constitution en écartant le pouvoir religieux qui a montré ses preuves de sa limite et surtout des confiscations de la liberté. Donc, à travers ce personnage qu'incarne aussi Reza Pahlavi, il y a surtout un désir d'une autre constitution et de tourner la page à 46 années de dictature, soi-disant donc théocratique, en fait, une dictature très humaine. Amélie Myriam Chélier, il semble en tout cas que Reza Pahlavi a du mal à convaincre en Occident même. On en parle très peu, sauf là, évidemment, ces dernières semaines avec cette nouvelle
révolte dans la rue, et encore qu'elle s'est un peu calmée malheureusement cette contestation. Comment cela se fait-il que Reza Pahlavi ne parvient pas à se poser comme un possible leader de l'après-Mollah auprès de l'Occident ? Alors peut-être que c'est dû aux algorithmes, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt en Iran qu'il n'y a pas finalement de grandes plages offertes exclusivement à cette possibilité. J'ai vraiment le sentiment que le seul visage qui apparaisse véritablement sous des traits existants, des traits réels en matière d'opposition, y compris en Occident, c'est Reza Pahlavi. Alors bien évidemment, il y a toujours aussi des positions qui sont là pour rappeler le côté, les aspects négatifs du règne de son père. Mais il me semble qu'il n'y a que ce visage-là qui est offert. C'est-à-dire qu'on est revenu d'une autre forme d'opposition qui, de temps en temps, pouvait être promue par des puissances occidentales et notamment américaines. Alors plus considérés comme des leviers de déstabilisation que comme de réelles options pour la suite en remplacement à la République islamique. Je pense notamment aux Moudjahidines du peuple, qui sont très structurés et qui ont un très bon mode de communication. Ce sont ceux que, par exemple, en France, on peut retrouver très régulièrement sur la place de la Sorbonne en expliquant qu'en fait, la totalité du peuple iranien les soutiendrait, ce qui est absolument faux, parce qu'il ne faut pas oublier que les Moudjahidines du peuple sont les grands traîtres par excellence, puisqu'ils se sont associés aux Irakiens pendant la guerre Iran-Irak, deuxième plus longue guerre du XXe siècle, 1980-1988, et ils étaient même les traducteurs des geôliers pendant les séances de torture perpétrées par les Irakiens sur les prisonniers iraniens. Donc ceux-là sont absolument disqualifiés de fait. Mais même donc cette opposition-là qu'on avait tendance à voir apparaître, notamment sous le premier mandat de Donald Trump, sous la plume de son entourage, je pense notamment à Mike Pompeo ou à Bolton, qui régulièrement expliquaient qu'il fallait venir en aide aux groupes déstabilisateurs au pouvoir, à l'actuel pouvoir iranien. Et cette opposition-là était de temps en temps envisagée, mais aujourd'hui, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est la posture la plus séculariste, donc celle qui parle le plus aux Occidentaux, qu'on voit le plus fréquemment comme alternative à l'actuel pouvoir des mollahs, même si, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, malheureusement, nous observons un essoufflement qui, s'il devait finalement être pérenne, voudrait dire qu'on a des milliers de morts pour rien. Et ça, c'est absolument terrible à envisager. Effectivement. Et puis dans ses récentes déclarations, Reza Pahlavi parle de normalisation des relations avec Israël. Cela rappelle un fait important, une histoire que le régime des mollahs tente d'effacer, puisqu'avant la révolution islamique, l'Iran n'avait pas besoin d'Israël comme ennemi pour exister. Les Juifs y avaient une place, une visibilité, une histoire millénaire reconnue. Pour comprendre pourquoi la rupture avec Israël est devenue centrale dans l'idéologie des mollahs, il faut revenir à ce moment charnière, c'est l'heure de l'œil de l'expert. Je dis bonsoir à Fabrice d'Almeida. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'université Panthéon-Assas. Merci d'avoir accepté notre invitation de Regard Croisé. Fabrice d'Almeida, avant la révolution islamique, quelle était la relation de l'Iran avec les Juifs, puis avec Israël ? Vous l'avez dit, c'est une relation très ancienne, puisque on peut la faire remonter à la Bible. Vous vous souvenez, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ, la captivité de Babylone. Les Juifs sont emmenés en esclavage à Babylone. Puis ensuite, ils vont revenir un peu plus tard, après un peu moins d'un siècle après. Mais certains d'entre eux vont rester à Babylone, vont rester en Perse. Et donc, c'est ce qui fait que sans doute, les Juifs d'Iran étaient une des plus vieilles communautés diasporéiques au Moyen-Orient. Et ils y sont restés, ils ont traversé les différents empires, les différentes conquêtes religieuses, y compris l'Hégire, et ils sont restés jusqu'en 1979 d'une manière plutôt florissante, avec un moment particulièrement intense qui est avec la dynastie des Pahlavis, le père du Shah, qui va améliorer fortement leurs conditions et qui va, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, jouer un rôle crucial pour essayer de sauver les Juifs d'Europe. L'Iran du Shah n'a pas reconnu tout de suite l'État d'Israël. Je pense même qu'à un moment, il n'était pas favorable à cette création de l'État d'Israël.
Oui, c'est paradoxal parce qu'à la fois, ils vont sauver des Juifs de Pologne, ils vont sauver des gens qui étaient directement menacés par l'Holocauste, par le nazisme, et qui d'ailleurs, pour certains, iront, après la création de l'État d'Israël, iront vivre en Israël. Mais l'Iran essayait de se situer dans une optique un petit peu du Moyen-Orient, et donc il essayait de nouer des relations avec les autres États, notamment sunnites. Et pour eux, la création de cet État juif en Palestine n'était pas positive. Mais en même temps, ils prennent pas position pour ça, mais de fait, ils commencent à louer très tôt des relations avec Israël. Et dès les années 50, il y a déjà des échanges, il va y avoir une coopération et même, on peut dire, une sorte de collaboration entre services secrets, outils militaires, parce que l'Iran du Shah est proche des États-Unis et s'appuie très fortement sur les États-Unis pour maintenir sa position dans la zone. En quoi, en 1979, il y a cette rupture idéologique profonde? C'est bien au-delà du simple changement de régime, je crois. Oui, parce que alors il y a le changement de régime qui en lui-même déjà est important, mais ce régime n'est pas n'importe quel régime. C'est le régime d'un homme qui est Khomeini, qui est le grand penseur chiite et qui a pour clé dans sa stratégie et dans sa pensée religieuse, l'idée qu'il doit réunifier l'islam derrière les chiites. Et pour réunifier l'islam, il faut que les sunnites viennent aussi. Donc il faut essayer de définir une sorte d'ennemi absolu. Et il va faire des juifs, il va faire d'Israël cet ennemi absolu, c'est-à-dire ce peuple qui, au Moyen-Orient, empêche la création d'une communauté, d'une Oumma, d'une communauté musulmane, entraînée et poussée par les chiites. Et c'est ce qui fait que cette vision extrêmement pro-palestinienne, extrêmement hostile à Israël qu'il va avoir, va lui attirer de la sympathie dans les États sunnites. Et alors qu'il y avait cette opposition religieuse qui était quand même très forte depuis les tout débuts de l'islam, et bien cette fois-ci, il va y avoir pas mal de sunnites qui vont se tourner vers l'Iran et qui vont y voir un frère de combat pour lutter contre Israël. Donc c'est un changement idéologique parce que l'ayatollah Khomeini définit un ennemi principal pour tous les musulmans, chiites ou sunnites, et cet ennemi, c'est Israël. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrice d'Almeida, d'avoir répondu à nos questions dans Regard Croisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Amélie Myriam Chelly et Yves Baumati, je reviens vers vous avec ce qu'on vient d'entendre, bien évidemment. Yves Baumati, pourquoi l'hostilité envers Israël devient-elle finalement un élément central dans l'identité politique du régime iranien ? Pardon, je n'ai pas bien entendu le début de votre question. Est-ce que vous pourriez me le redire ? Oui, bien sûr. Je dis pourquoi l'hostilité envers Israël devient un élément central de l'identité du régime des Mollahs ? Alors, en fait, dans les années 50, Khomeini, qui n'était pas grand-chose, à vrai dire, était allé à l'école des frères musulmans, ce qu'il ne faut pas oublier. C'est quelque chose d'assez central. Et puis, en 63, il avait écrit un ouvrage que personne n'avait vraiment lu, mais dans lequel il disait très très clairement son hostilité à l'État d'Israël, et il injuriait le Shah, Mohamed Reza Pahlavi, en disant que c'était un suppôt des Juifs, qu'il voulait quasiment être reconnu par les Juifs comme un des leurs. Donc toute cette idéologie n'est pas... en fait, il a choisi de nommer les Juifs comme des boucs émissaires. Cela dit, dans la Constitution de 1979, les Juifs ont tout de même ont continué à exister comme peuple du livre et ils ont été en quelque sorte en liberté surveillée. Et il était même dit qu'ils n'étaient pas identifiés, enfin pas dans la Constitution, mais Khomeini disait qu'ils n'étaient pas identifiés à ces affreux sionistes tant qu'ils respectaient les principes du régime chiite. Donc la vision des Juifs sous Khomeini est terrible, sauf qu'il a une communauté qui est d'ailleurs de 80 000 et s'est réduit à 8 000 à 10 000 juifs dans son pays. Et c'est une communauté reconnue
reconnu depuis toujours parce que peuple du livre, enfin, et il ne peut pas aller quand même au-delà de ses préceptes. Donc, il essaie de s'accommoder tout en clouant au pinacle ceux qui n'obéissent pas. Et si bien que les Juifs vont faire ce que les musulmans font lorsqu'ils ne sont pas d'accord, par ce terme de taqiyya qu'on emploie pour eux, c'est-à-dire vont dissimuler leur propre façon de penser pour essayer de continuer à exister dans cet état qui est aussi le leur, puisque, comme le rappelait tout à fait le professeur d'Almeida, ils ne sont pas tous retournés à Jérusalem depuis l'époque de Cyrus le Grand, mais beaucoup sont restés dans ce qui va devenir l'Iran. Donc, véritablement, là, il y a une sorte d'ambiguïté de discours, mais tout de même quelque chose qui, sous couvert de comprendre, est une sorte de prison dans laquelle on enferme les Juifs qui restent en Israël. Amélie Myriam Chely, cette rhétorique anti-israélienne du régime des Mollahs ne semble pas, et je peux me tromper, mais ne semble pas réellement fonctionner auprès de la population iranienne, en tout cas celle qui descend dans la rue. En effet, la question israélo-palestinienne, du point de vue des Iraniens, est relativement peu au centre de leurs préoccupations. Non seulement elle est peu au centre de leurs préoccupations, mais comme vous le savez, les Iraniens ont beaucoup de mal à être confondus avec le monde arabe et ils ont plutôt l'impression qu'il s'agit d'une préoccupation arabe. Ils n'ont pas forcément envie d'être associés à cette centralité-là. D'ailleurs, il y a juste qui prennent d'ailleurs aussi un point de vue qui n'est pas que de l'ordre de l'auto-persuasion, c'est aussi de l'ordre du fonctionnement du régime et tout ce que cela peut leur confisquer à eux. Il y a un slogan qui est particulièrement fort, important, scandé très régulièrement, et ce, non pas depuis seulement les manifestations actuelles, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, dès lors que les Iraniens sont mécontents et l'expriment, c'est « Naqazena Lubnan, Janam Fadoye Iran », qui veut dire « ni Gaza, ni le Liban, mon cœur va à l'Iran ». Sous-entendu, faites en sorte, vous, classe politique, d'arrêter d'envoyer notre économie dans une sorte de pérennisation extérieure de cette idéologie-là à Gaza, au Liban. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous occuper de nous-mêmes, de l'Iran. Or, nous sommes en train de perdre le caractère national de l'Iran au profit d'une propagation idéologique qui, effectivement, et cela est une chose vraie, fonctionne mieux à l'extérieur de l'Iran qu'à l'intérieur. Ça fait plusieurs décennies que l'idéologie qui sous-tend la République islamique actuelle, cette idéologie s'appelle le Velayat-e Faqih, qu'il faut traduire par la tutelle du juriste théologien, sous-entendu le fait qu'il y ait un élément central théocrate, puisque religieux, qui soit finalement au cœur du système, qui s'appelle le guide suprême, ça ne fonctionne plus en Iran depuis bien longtemps. En revanche, ça a ses lettres de noblesse déjà dans un certain nombre de pays à l'échelle régionale, et puis même à l'échelle internationale, ça peut avoir des lettres de noblesse qui peuvent se distribuer autour de 3 grands soft power. L'un est plutôt de l'ordre du non-alignement, c'est-à-dire que la République islamique va flatter l'esprit du non-alignement. Ensuite, il va y avoir la question de l'antisionisme. Il faut savoir que, à l'origine, vous savez, cette fameuse différence qui a l'air d'être plutôt de l'apparat que de la réalité entre l'antisémitisme et l'antisionisme, à l'origine, en Iran, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, mais il pouvait véritablement y avoir une volonté de préservation du juif et de la valorisation du juif en tant que membre des gens du livre, puisqu'ils sont protégés au nom du loi de la démitude. En revanche, ce qui posait véritablement problème, c'était Israël. Et la troisième chose, c'est l'esprit BRICS, qui va un petit peu avec la question du non-alignement. Donc ça peut vraiment séduire à l'échelle internationale. Donc l'Iran était finalement l'ultime bastion de ces 3 fondements-là. Plus aucun pays musulman ne peut aujourd'hui être le fer de lance de la lutte anti-israélienne et pro-palestinienne, aussi bien que l'Iran, puisque quand vous regardez la cascade, entre guillemets, de normalisation des relations diplomatiques entre pays arabes et Israël,
ou du moins pour ceux qui n'ont pas encore normalisé leurs relations, le fait de ne pas avoir de discours forcément hostile, ou allons encore plus loin, vous avez aussi les pays qui sont dans une dissonance discursive totale, et je pense ici à la Turquie qui reconnaît l'État d'Israël tout en ayant des discours hostiles pour pouvoir justement flatter ce qu'on aime bien appeler la rue. Bon, l'Iran a cette force-là, la République islamique d'Iran a cette force-là aujourd'hui, et effectivement, on a le sentiment qu'à l'extérieur, ça n'est plus qu'à cela que tout tient. Alors restez avec nous, on va maintenant parler avec Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah, on va commencer à parler des réactions dans le monde à ce qui se passe en Iran, et notamment la réaction attendue mais pas encore arrivée des États-Unis. Bonsoir Myriam. Effectivement, pour le moment, c'est plutôt des affrontements verbaux entre le guide suprême Ali Khamenei et le président américain Donald Trump. Ali Khamenei qui accuse Donald Trump d'être responsable des manifestations qui se déroulent dans le pays. Je vous propose d'écouter un extrait de ses propos. Nous considérons le président américain comme un criminel en raison des victimes et des dégâts causés, en raison des accusations portées contre la nation iranienne. Et puis un peu plus tard, le président américain lui répond, si l'on peut dire, dans une interview qu'il a donnée à Politico. Voici ce qu'il dit: il est temps de chercher de nouveaux dirigeants en Iran. Cet homme, Ali Khamenei, est un malade qui devrait diriger son pays correctement et cesser de tuer des gens. Son pays est le pire endroit où vivre au monde en raison de la médiocrité de ses dirigeants. Donc on le voit, les propos sont forts, mais pour le moment, il n'y a rien de concret sur le terrain. Les manifestants attendent toujours une réaction américaine. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Alors rapidement, Amélie Myriam Chelly, malheureusement il nous reste très peu de temps, 30 secondes pour conclure. Pourquoi l'ONU qui est censée aider, les Américains aussi qui ont promis, personne ne vient au secours des Iraniens finalement ? Mais c'est effectivement l'un des propos qui a été le plus relayé, c'est-à-dire que la plupart des Iraniens qui ont risqué leur vie, qui sont descendus dans la rue, ont d'abord été dans l'expectative concernant la nature de cette fameuse aide qui était promise par Donald Trump, puisqu'il y a quelques jours, quand les manifestations battaient leur plein et que les réseaux étaient fermés, les sites .ir étaient fermés, les communications non filaires étaient impossibles, il avait été question d'une aide qui était en route. Bon. Et non seulement on n'en a jamais connu la nature, mais en plus la population s'est sentie abandonnée pour cela. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'est la dictature de la montre. Malheureusement, cette première partie est terminée. Merci d'avoir participé. Restez avec nous après la pub. On revient pour la deuxième partie de Regard Croisé. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vous souvenez de cette époque ? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regards croisés. On va prendre la direction du nord d'Israël. À la frontière avec la Syrie, des civils druzes israéliens ont mis en place un véritable centre de commandement, un hub humanitaire, mais aussi un centre de renseignement civil sur ce qu'il se passe aujourd'hui chez leurs frères druzes en Syrie. Aide alimentaire, médicaments, évacuation de blessés et collecte d'informations sur les crimes commis de l'autre côté de la frontière. C'est notre grand angle. Alors que des négociations ont lieu par intermittence entre Israël et la Syrie dans le contexte de l'intention de lever les sanctions contre le régime d'Al-Shara, qui a déjà pris la parole à l'ONU et visité la Maison-Blanche, et tandis que les médias arabes s'occupent d'autres foyers de conflit, seule une équipe de bénévoles dans un village druze en Galilée continue de suivre les atrocités à As-Soueda et d'agir en faveur des Druzes qui y vivent. Depuis le début des atrocités dans la ville druze d'As-Soueda, dans le sud de la Syrie, un quartier général spécial fonctionne dans le village de Joulis. Des dizaines de bénévoles de la communauté druze le gèrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. אני גאה בכל הבנים והבנות וכל העדה שנרתמו מהיום הראשון, מהשעה הראשונה. Cela s'est produit lorsque le colonel de réserve Rudi Saad a reçu des messages sur son téléphone portable d'un autre druze sollicité par ses proches à As-Soueda pour obtenir une aide urgente. שאלתי אותו, מה קורה? הוא אומר לי, שוחטים את ההר. סווידה. בסווידה. הבנתי שהאירוע אמיתי. ביקשתי ממנו שישלח לי מיקומים, שלח אותם נ"צ שקיבלנו. הייתה שם תקיפה של חיל האוויר. כלומר, אותם נ"צ, אותם קורדינטות שקיבלת, הותקפו על ידי חיל האוויר הישראלי. נכון. בסווידה. נכון. הוא אומר לי, בן דוד, בבקשה, תעזרו. אנחנו כבר לא יכולים, אנחנו מעל 18 שעות של לחימה. הוא אומר לי, תן לי כמה דקות, אני חוזר. אחרי זה הבנתי שמדובר בסגן אלוף בצבא, בפיקוד צפון, ואני גם... שהפך להיות לכמה דקות או כמה ימים קמן בפיקוד צפון. נכון. אז בוא נשאל אותך שאלה שלא שואלים קמן. כן. מה עם המקורות שלך? מקורות אנושיים. והם יודעים להרים לך טלפון ולומר לך איפה הם נמצאים, ולשלוח לך מיקום? כן. אני עוסק בסיוע הומניטרי, איסוף מודיעין, על מנת לגבש תמונת מצב עדכנית. אתה יודע כמה עולה היום ליטר דלק בסווידה? כן, כמה עולה ליטר דלק, כמה עולה קמח, מאפיות איך הן עובדות, כמה חסר עצים להסקה, סמיכות אם צריך, מרכזי קליטה. מה למד ראש הממשלה בביקור הראשון שלו שהוא לא ידע קודם? שיש לו עוד שחקן בגזרה שהוא יכול להשפיע ולעזור ולסייע, ועוד מישהו שיודע לדבר גם עם ההר. מה המסרים שאתם מעבירים מכאן לאנשים בג'בל דרוז בסווידה? שהם לא לבד, שיש מי שיגן עליהם. Israël insiste sur un couloir humanitaire dans tout futur accord avec la Syrie qui y est opposé. Mais les Druzes n'attendent pas. Il s'avère qu'un tel couloir a déjà été ouvert et tracé depuis longtemps, par lequel les Druzes envoient à As-Soueda אוכל, תרופות, חלב לילדים, אפילו בגדים. מי שלא מת מהכדורים, אני בחשש, הוא ימות מרעב. אז אתה יודע להעביר את הכסף לשם, לרכוש בשווקים בסוריה ולהעביר את זה לסווידה. נכון. יש קשיים בתנועה? יש קשיים, ואנחנו נפרש יותר מדי על זה. אז קלמרים, תיקים, מחברות שנרכשו פה, היום לומדים... לומדים בזכות הציוד שאנחנו נכנסנו להם. ילדים בסווידה. ילדים בסווידה. Chose incroyable, le docteur Osama Al-Sheikh, médecin druze du Nord, responsable de la médecine au quartier général, est devenu malgré lui directeur du ministère de la Santé du district d'As-Soueda en Syrie. כשבאתי ואמרתי לשייך שיש נשים דרוזיות במרכזי קליטה שיולדות מול כולם, אתה יודע, מי שנעקרה מהכפר שלה ובאישון לילה ברחה, רק עם הבגדים, לא הכינה עצמה ללידה שקורית עוד שבועיים. לא נרשה שהאנשים שלנו, האחים שלנו, שהילודה תהיה בבתי ספר או במגרשי כדורגל. חולי סכרת שאגרו קצת מזרקי אינסולין לפני הטבע. כיום זה נגמר להם. הדבר המרכזי היה לשלוח את מה שיש ולהביא כמה שאפשר פצועים.
עשינו מיפוי למצב הרפואי בסווידה, כוח אדם, רופאים, יכולות, מה הציוד שנדרש. Le docteur Osama Al-Sheikh gère tout cela. ترميم مبنى القصر العدلي وتحويله إلى مركز إيواء كبير. Il envoie même du matériel spécial pour les opérations du cœur, depuis Damas jusqu'à Soueida. במהלך 3 חודשים ביצענו במימון של פה ניתוחים באותו מספר כמו שמבצעים בסווידה במשך שנה שלמה. شكرا لدروز إسرائيل اللي عم يقدموا لنا الخدمات. شكرا لكم لهالمبادرة كمان ونحن بنتشكر دروز إسرائيل. פאטן, זה נכון להגיד שאת הישראלית שטיפלה בהכי הרבה סורים פצועים פה בישראל? כן, נתנה לנו הזכות הזו. אלה האחים שלנו. אנחנו נותנים להם ליווי מכמה ימים לפני הלידה ועד לשבוע אחרי הלידה, כל מה שהיולדת צריכה, מרמת המוצץ עד לחיתול, עד לאוכל ועד לכובע גרב, וגם הבלונים בחדר. נפרדת פעם מיולדת כזו? כן, כן. היה לך קשה להיפרד ממנה. מאוד, מאוד, כי היא משלנו. זאת אחות שלי. וכל השukr والاحترام לדרוז ישראל. Récemment, un projet a été achevé pour connecter des puits de As-Soueda à des systèmes solaires. Le projet entier est géré depuis le quartier général. Le Cheikh Mouafak Tarif, leader de la communauté druze en Israël, est celui qui a incité à la création du quartier général. Il en trace la voie et espère qu'Israël, de son côté, tiendra ses engagements envers la communauté druze. הכריז ראש הממשלה שדרום סוריה יש שטח מפורז, שלא ייתן שיפגעו בדרוזים. אנחנו מקווים שנעמוד מאחורי הדברים האלה. אנחנו בעד כל הסכם. אנחנו כאן צריכים להיות זהירים, לדעת עם מי אנחנו מתעסקים. מסדרון הומניטרי בין ישראל לבין סווידה, דבר מעשי? זה מאוד נחוץ קודם, מאוד נחוץ. זה באמת אחת ההבטחות שהבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהיה פה בביקור בחמ"ל. العالم الساعة 6 الصبح عم تستنى الخبز. כמה דרוזים עקורים היום במחוז סווידה שלא גרים בבית? יש לנו אלפי דרוזים, יש לנו 34 כפרים עקורים שלא גרים בבתים שלהם. אלפי הרוגים, אלפי פצועים, הרבה אנשים שניסו. Les atrocités faites à As-Soueda ont conduit les sages religieux druzes à un geste sans précédent jamais vu auparavant dans la communauté. נאלצנו להוציא פסק הלכה שמותר להם לקחת, לעשות הפלה, כי אצלנו אסור. פסק הלכה שמתיר לנשים הדרוזיות בסווידה לעשות מה? הפלה. אתה אומר ג'ולני ואתה לא אומר אשרה. נכון. זה שהוא החליף את האפוד ואת המדים בחליפה, זה לא הופך אותו לטלית שכולה תכלת. מחבלים שנכנסו ונתפסו ונמצאים כאסירים בידי הדרוזים שם, הודו וסיפרו שהם קשורים לביטחון הכללי. אללהו אכבר, היי נוס סווידה. لواء دبابات سرقة 42 لواء دبابات هاي نص سويدا. קשורים למשרד הביטחון הסורי, נכנסו יחד עם כוחות דאעש, יחד עם בדואים קיצוניים שגרים שם בסביבה. הם קשורים חד משמעית לממשל הסורי, ויש לי כך הוכחות. יש לנו תמונות, סרטונים ותעודות זהות גם, ותעודות של הממשל הסורי. הם אמרו שביקשו מהם להגיע לשם, צריך לטפל בדרוזים. זה טיהור אתני. Le quartier général a développé des technologies pour collecter des preuves des atrocités faites à As-Soueda. Celles-ci deviendront bientôt des chefs d'accusation contre le régime syrien. האפליקציה הזאת מנוהלת על ידי עורכי דין מטעמנו, והעורכי דין הם אלה שמנהלים את התהליך המשפטי נגד אל-ג'ולני וכל הרשע שקרה שם. מקבלים את המידע, אוספים את המידע, גם האנשים שנפגעו, נאנסו וכל הדברים האלה, ועוד דברים שלא נעים לדבר עליהם. Les actions du quartier général druze sont coordonnées avec Tsahal et les organismes concernés. Les Druzes attendent une mobilisation plus large en Israël. ואני מודה לכל העדה וגם לעם ישראל שנרתם ועזר. אומנם זה במעט, לא כמו שאנחנו עשינו ב7 לאוקטובר שנרתמה כל העדה, אבל אני מודה לכולם.
Un reportage signé Baruch Yedid avec la narration d'Eric Fendler. Et on va en parler avec nos invités. Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2 et spécialiste de la Syrie. Bonsoir Fabrice Balanche. Bonsoir. Avec nous également Aria Gémeaux, militant kurde d'origine syrienne. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Fabrice Balanche, je vais commencer avec vous. On voit l'importance de l'engagement des civils israéliens druzes, mais plus généralement d'Israël, qui soutient ce genre d'initiative civile pour aider les Druzes de l'autre côté de la frontière. Cela vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une très très grande solidarité entre les Druzes, israéliens, libanais, syriens. Je me souviens avoir été une fois dans le Golan, c'était en 2016, à rencontrer les chers Druzes à Majd el-Shams. Et ils étaient très inquiets sur le sort de la communauté druze en Syrie. Donc c'est normal qu'ils se mobilisent pour leur venir en aide, surtout après ce qu'ils ont subi au mois de juillet dernier. Et Israël qui soutient ce genre d'initiative aussi, on le voit, des renseignements au moment où il y a des crimes ou des massacres qui sont signalés. Israël, Tsahal, l'armée israélienne qui intervient, ça vous surprend pas non plus ? Non, parce que c'était la seule solution pour sauver les Druzes du massacre. Si tout d'abord au mois de mai 2025 et ensuite au mois de juillet, Israël n'était pas intervenu pour bombarder les forces d'Al-Shara qui attaquaient le Djebel Druze, tout le monde aurait été massacré, c'était très clair. Ils allaient refaire avec les Druzes ce qu'ils ont fait avec les Alaouites sur la côte, et puis ce qu'ils risquent de faire bientôt avec les Kurdes dans le nord-est, puisque aujourd'hui les forces d'Al-Shara ont envahi l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, contrôlée par les Kurdes, et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Et on risque d'avoir aussi un même phénomène contre les Kurdes. Oui, on va y revenir bien évidemment. Tout d'abord, une réaction de votre part, Aria Gémeaux, à ce reportage. Quel regard est-ce que vous portez sur cette aide israélienne aux Druzes syriens ? Eh bien, les Druzes ont de la chance. Ils ont de la chance de pouvoir compter sur un allié qui est accessible au niveau terrestre. Et je suis content justement pour cette minorité qui, tout comme les autres qui constituent la Syrie, ne mérite pas cet acharnement, ne mérite pas cette violence. Et cette violence, d'ailleurs, elle a commencé déjà en 2018 par le HTS, dans les régions d'Afrin et d'Idlib, où il y avait notamment des Kurdes, notamment ma famille, des Yézidis également, qui ont été déplacés et qui ont subi ces violences-là. Et on a ce recul de 7 années, donc de 7 années depuis 2018, sur ce qui s'est passé et ce qui se passe et ce qui n'a justement pas été jugé aujourd'hui. On voit les Druzes qui collectent, et c'est très bien, des preuves sur des exactions. Maintenant, est-ce que celles-ci vont pouvoir servir à condamner le HTS, donc la branche d'Al-Qaïda ? On verra. Alors justement, dans le reportage, on voit les Druzes israéliens qui refusent d'appeler le président syrien par Ahmed al-Shara, mais continuent à l'appeler Mohamed al-Jolani, parce qu'eux aussi disent que ce n'est pas parce qu'il a changé de costume qu'il est maintenant un saint. C'est également ce que vous pensez ? Il n'a pas changé ? Non, absolument. Comment voulez-vous qu'une personne qui soit extrémiste au point d'approuver et de solliciter et d'organiser des troupes pour égorger des gens change du jour au lendemain d'un extrémisme aussi profond, quand même, égorger des gens, aller du jour au lendemain devenir laïque ? Et en plus, ses propos, sa stratégie de propagande populiste par rapport à on accepte les Kurdes, on accepte les Druzes, on aime tout le monde, mais elle est en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain. Elle est en contradiction avec ce qui s'est passé à Afrin en 2018. Elle est en contradiction avec le massacre des Alaouites. Elle est en contradiction avec le massacre des Druzes. Et justement, ce qui a permis d'arrêter le massacre des Druzes, mais ce n'est pas des slogans, des manifestations, des déclarations. Non, c'est un rapport de force. Parce que Jolani et ses troupes djihadistes qui, on le rappelle, se baladent avec les logos d'Al-Qaïda, enfin surtout de Daesh en fait, et qui sont même d'ailleurs en interview sur CNN turc à 21h. Vous pouvez le voir par vous-même, c'est documenté par la presse. Donc ces personnes-là, vous pensez qu'elles comprennent quoi par le rapport de force ? Alors justement, on l'a dit, la communauté druze n'est pas la seule minorité en Syrie, pas la seule non plus à être en danger face au nouveau régime, celui de Ahmed al-Shara, alias Mohamed al-Jolani. Tour d'horizon avec Déborah Benayoun. Principale minorité en Syrie, les Kurdes. Ils représentent entre 8 et 15% de la population et sont concentrés dans le nord, mais aussi à Damas et Alep.
Répartie entre 4 pays de la région, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie, cette minorité revendique depuis toujours son droit à l'autodétermination. Les Kurdes ont été persécutés par le régime de Bachar al-Assad. Et depuis sa chute en décembre 2024, les relations avec le président al-Shara sont très compliquées. Malgré un accord conclu en mars 2025 pour garantir les droits constitutionnels kurdes, les tensions persistent, notamment ces derniers jours à Alep, lorsque les forces d'al-Shara ont attaqué les Kurdes. La Syrie compte aussi une minorité alaouite qui représente entre 10 et 12% de la population. Ses membres vivent principalement dans les régions de Latakia et de Tartous, sur la côte syrienne. Minorité religieuse dont est issue la famille Assad, ses membres ont dominé les institutions du pays jusqu'à la chute du régime. Depuis, les Alaouites vivent dans la peur de massacres ou d'exécutions en représailles de leur soutien à l'ancien régime. Comme en mars 2025, où 1400 personnes avaient été tuées par les forces du nouveau régime. Entre 4 et 8% des Syriens sont chrétiens. Et cette minorité est très diverse. Orthodoxes grecs, melkites, arméniens, leur nombre a drastiquement diminué depuis la guerre civile. Ils sont régulièrement visés par les djihadistes, comme en témoigne l'attentat dans l'église de Damas en juin 2025. Les chrétiens restent dépendants du régime pour leur sécurité et leur avenir dépendra du système constitutionnel. Les autres minorités représentent moins de 1% de la population. Les Turkmènes sont principalement sunnites. La Syrie compte également des Assyriens et des Araméens, considérés comme des peuples sémitiques chrétiens. Quant aux Juifs, ils seraient seulement une poignée. Une estimation optimiste parle de 20 à 30 Juifs, d'autres en comptent moins de 5. Fabrice Balanche, on le voit, ces minorités-là ne bénéficient de quasi aucune protection, notamment les Kurdes, vous en avez parlé. Le président français s'est entretenu ce matin avec Ahmed al-Shara et lui a fait part de préoccupations face à, je cite, l'escalade de la situation en Syrie. Ces déclarations restent des déclarations finalement. Oui, en fait, al-Shara n'a absolument rien à faire des déclarations, des conseils d'Emmanuel Macron. Comme l'a dit notre ami, il ne comprend que le rapport de force. Or, personne ne va défendre les Kurdes. Au nom de la réunification de la Syrie, eh bien, les puissances occidentales le laissent faire, considérant que c'est un processus normal de réunification du territoire et qu'il faut donc mater les milices qui avaient pris un peu trop de liberté pendant la guerre civile, même si on a utilisé ces milices contre le régime d'Assad et notamment contre Daesh. Il y a en fait cette idée parmi les dirigeants occidentaux que Daesh, Al-Qaïda, le djihadisme, c'était en fait la production du régime de Bachar el-Assad. Non pas qu'il les avait produits lui-même, mais que ce régime produisait en réaction du djihadisme et de l'intégrisme. Et par conséquent, faisons tomber le régime d'Assad, n'ayons pas peur de laisser venir au pouvoir des djihadistes, ils vont se déradicaliser. Si vous voulez, c'est un peu comme si on pensait qu'Hitler, en arrivant au pouvoir en Allemagne dans les années 30, allait se déradicaliser. On est d'une naïveté, pour pas dire d'une bêtise absolument incroyable dans ces cercles de réflexion en Occident. Et c'est aussi pour ça qu'on laisse faire al-Shara et qu'on nie la réalité des massacres sur le terrain. Et puis dans 2 ans, on se rendra compte qu'on a tout faux et puis on aura une république islamique extrêmement autoritaire au pouvoir en Syrie. Et puis les minorités auront quitté le pays ou se sont fait massacrer. Les chrétiens, ils sont plus que 1% de la population. Hein. Ils sont 200 000 aujourd'hui seulement. 80% sont partis pendant la guerre et il ne reste plus que des personnes âgées mourir en fait en Syrie, mais sinon tout le monde, tous les jeunes veulent partir. Ariel Gemot, justement, Ahmed al-Shara a déclaré ce week-end que les Kurdes faisaient partie intégrante de la société syrienne. Là encore, ce ne sont que des mots, vous l'avez dit, sur le terrain, c'est entièrement différent. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'un décret qui est fait par un président, on le rappelle, intérimaire, donc il est intérimaire, le prochain président qui peut-être sera élu, je ne le pense pas néanmoins, lui pourra l'amender. Est-ce que vraiment il y a un poids juridique sur ce décret ? Est-ce que vraiment il y aura des punitions derrière ? Je doute, car les massacres qui ont été faits en 2018 n'ont pas été jugés, qui ont été faits par le HTS. Donc comment est-ce qu'on y croit en 2025 ? On a 7 ans de recul sur cette stratégie populiste et de propagande aujourd'hui. Donc il y a les massacres des Druzes également, des Alaouites, ceux-ci ne vont pas être jugés. Donc non, c'est... Vous attendez quoi de l'Occident aujourd'hui, Ariel Gemot ? Un Occident très silencieux tout de même.
Un éveil de l'Occident, parce qu'aujourd'hui, on choisit la solution de facilité. On choisit une transition vers Joulani, qui est, du coup, on le rappelle encore une fois, du HTS, qui est une branche d'Al-Qaïda. Et du coup, on se dit, voilà, on a cet espoir que les djihadistes repentus, c'est une belle histoire à raconter au niveau de l'Occident, mais la réalité du terrain, elle est tout autre. La réalité du terrain, c'est, comme l'a mentionné Fabrice, il n'y a plus qu'1% de chrétiens. La réalité du terrain, c'est que les Yézidis, dont ma communauté, en fait, nous ne sommes plus présents en Syrie, au nord-est de la Syrie et à Afrin. On a été complètement effacés ethniquement. Donc, à un moment, face à ces réalités du terrain, face à ces extrémistes, il faut vraiment des actions géopolitiques concrètes. Il faut des amendements, il faut des visites diplomatiques sur place, de la reconnaissance, peut-être des troupes qui peuvent être envoyées, mais c'est qu'un rapport de force. Tout ce qui va être discussion, tout ce qui va être déclaration, va être sujet à la propagande. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les médias en Syrie ne sont pas libres. Aujourd'hui, il y a la même propagande qu'il y avait avec Assad. Il y a eu encore hier 4 chaînes kurdes qui se sont vues interdire leur droit de presse en Syrie. Donc la presse aujourd'hui est contrôlée. Donc on est clairement sur des organes de propagande. Et on le voit d'ailleurs sur toutes les communications qui sont faites, qui sont complètement déphasées avec la réalité du terrain. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de croiser vos regards, d'avoir apporté votre éclairage. Il y aurait encore tellement de choses à dire. On aura évidemment d'autres occasions d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Allez, il est temps de retrouver notre clin d'œil de la semaine. Déborah Benayoun m'a rejoint dans le studio. Rebonsoir Déborah, on aura peut-être plus de temps de se parler. Focus sur les réseaux sociaux avec ces posts qui visent des personnalités qui n'hésitent pas à accuser Israël de tous les maux depuis le 7 octobre 2023. Et étrangement, elles sont silencieuses sur les crimes alors de la Syrie, mais surtout de l'Iran. Et oui, et certains n'hésitent pas donc à le dénoncer sur les réseaux sociaux, à dénoncer ce silence finalement, avec notamment cette vidéo très parlante qu'on va vous montrer. On y voit plusieurs artistes comme il y a Angelina Jolie, il y a Mark Ruffalo, il y a aussi l'activiste Greta Thunberg dont on a beaucoup parlé ici. Et on les voit tous tout simplement se boucher les oreilles ou se cacher les yeux comme s'ils ne voulaient pas voir ou en tout cas qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait également en Iran. D'ailleurs, justement, beaucoup font remarquer, beaucoup d'activistes notamment font remarquer qu'on ne parle pas, en tout cas ces personnes-là, ces personnalités ne parlent pas de ce qui se passe en Iran. Pourtant, depuis le début de la guerre, ces célébrités, et beaucoup parmi elles, notamment américaines, elles n'ont pas hésité à dénoncer ce qu'elles considèrent être un génocide. Elles ont parlé aussi de nettoyage ethnique à Gaza. C'est notamment le cas de Mark Ruffalo. Encore ces derniers jours, d'ailleurs, plusieurs de ces artistes ont aussi adressé une lettre à l'État d'Israël pour demander, je cite, le rétablissement immédiat des soins médicaux à Gaza. Mais encore une fois, pas un mot sur l'Iran. Si on prend l'exemple d'ailleurs de Mark Ruffalo, beaucoup dénoncent justement presque une forme d'hypocrisie, comme une forme d'indignation sélective pour Gaza, mais pas pour l'Iran. Mark Ruffalo, d'ailleurs, qui a donné une interview lors des Golden Globes et il était avec un pins qui visait à dénoncer la mort d'une femme tuée par un agent de police de l'immigration. Il s'insurgeait énormément, il a fait une longue tirade contre Donald Trump et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux beaucoup de manifestants en Iran qui sont très en colère et qui lui reprochent finalement de parler de la mort d'une seule femme alors que des milliers de femmes ont été tuées par le régime des Mollahs. Oui, pas un mot pendant les Golden Globes de ce qui se passe en Iran. On parle de 16 000 morts tout de même. Alors en parallèle, d'autres images circulent massivement sur les réseaux sociaux, celles d'Israéliens qui expriment, eux, leur solidarité sans équivoque et sans complexe pour le peuple iranien. Oui, vous allez voir, on a fait une petite sélection, mais on a même eu du mal à choisir tellement il y avait de contenu sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, il y a ceux qui sont prêts à accepter tout simplement les frappes, les conséquences de possibles frappes américaines en Iran, ici même en Israël. Vous allez voir. Vous voulez dire une riposte iranienne à une frappe américaine, ça devient compliqué, mais voilà, c'est des tirs iraniens en Israël. En Israël, voilà. Et donc vous allez voir qu'ils s'adressent directement à leurs dirigeants. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. As an Israeli woman who is 38 weeks pregnant, I am completely willing to sit in my shelter in order to see this regime topple. C'est un message fort quand même, notamment de cette femme enceinte. Et puis il y a aussi des images qu'on a vues qui ont été réalisées évidemment par l'intelligence artificielle, mais c'est toujours joli à regarder. On y voit une jeune fille qui est enveloppée dans le drapeau israélien, qui aide une jeune fille qui, elle, est vêtue du drapeau iranien. Elle l'aide donc à se relever, puis elles partent ensemble. Alors on a l'impression que c'est peut-être vers un avenir un peu plus radieux. En tout cas, c'est ce qu'on espère évidemment pour les Iraniens. Et puis on termine cette fois avec un message de soutien à l'Iran dans toutes les langues, vous allez le voir. Et vous
voir même que certains espèrent un pont, tout simplement, entre, évidemment, des Israéliens, un pont entre Tel Aviv et Téhéran. Regardez, c'est chouette aussi. Salam, my name is Oz, I'm from Israel and I'm standing with the people of Iran. Stay strong. من لورين فرحات عدالة الكرمل هستام ودار كناري مردم إيران استدعام. Soy Dalia, soy de Haifa y yo estoy con el pueblo de Irán. We stand with you. Stay strong against your government. From the people of Israel to the people of Iran, we can't wait to dance together on the streets of Tehran and Tel Aviv. Let's do something. C'est des nombreux messages. Là, vous avez sélectionné vraiment le minimum. Toute petite sélection. Il y en avait vraiment. Vous avez eu beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup. Oui, les Israéliens se sentent très cool. proches du peuple iranien. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. C'est la fin de Regards croisés pour cette semaine. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les équipes devant et derrière les caméras. Dans un instant, le journal avec Dror Ben Sapir. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.